Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Monsieur, votre épouse se trouve actuellement dans notre station-service. Elle a froid, elle est épuisée et elle a des bleus. Mon cœur s'est serré. Élise était censée être en sécurité avec ma fille et mon gendre. Mais où était-il? Il l'avait abandonnée seule dans la campagne et avait repris la fuite. J'ai conduit 500 kilomètres pour aller la chercher. Et maintenant, ils vont payer au centuple, car la justice ne pardonne pas la trahison envers les êtres chers. La vibration du téléphone m'a tiré du sommeil à 2h37 du matin. J'ai tâtonné sur la table de nuit, renversant mes lunettes de lecture, plissant les yeux face à la luminosité intense de l'écran. Numéro inconnu, indicatif régional de la campagne bourguignonne. Oui, ma voix était rauque, désorientée. Monsieur, monsieur Dubois, j'ai obtenu votre numéro de la dame qui est ici. Votre épouse. Elle dit qu'elle s'appelle Élise Dubois et que vous êtes son mari. La voix était jeune, nerveuse, masculine. Je me suis redressé trop rapidement. Le sang me battait dans les oreilles. Oui, je suis Pierre Dubois. Élise est ma femme. Que se passe-t-il? Est-ce une plaisanterie? Non, monsieur, ce n'est pas une plaisanterie. Elle est ici à la station-service près d'Auxerre. Elle y est depuis hier matin. Seule, monsieur. Elle a des bleus sur le visage. Elle ne veut pas me dire grand-chose, mais elle a peur et elle a froid. Et elle vient de me donner votre numéro. Les mots sont tombés comme des coups de poing. Élise était censée être dans le parc national du Morvan avec notre fille Camille et mon gendre Sébastien, en sécurité à 500 kilomètres de l'endroit où j'étais, et ils étaient repartis il y a 3 jours. Où est ma fille? Où est Sébastien? Ils voyageaient ensemble. La pause s'est éternisée. Monsieur, il n'y a personne d'autre qu'elle ici. Elle a été seule tout le temps. Je bougeais déjà, repoussant la couverture, mes pieds touchant le sol froid. 41 ans de mariage, et je connaissais les rythmes d'Élise comme les battements de mon propre cœur. Elle ne serait pas seule dans une station-service, pas volontairement. J'arrive. Donnez-moi l'adresse. Je me suis habillé avec les vêtements de la veille, encore suspendus sur la chaise, les mains tremblantes en vérifiant mon portefeuille. Permis, carte bancaire, espèces, tout automatiquement, tandis que mon esprit anticipait les possibilités, chacune pire que la précédente. Dans la cuisine, j'ai pris de l'eau et des barres énergétiques sans réfléchir. Vieilles habitudes de procureur qui reprennent. Être préparé, rester fonctionnel. Le mot que j'ai commencé à écrire, parti chercher Élise, je l'ai froissé et jeté à la poubelle. Personne d'autre ne vivait ici, personne à prévenir. J'ai composé le numéro de Camille en sortant de l'allée en marche arrière, directement sur la messagerie vocale. Je n'ai pas laissé de message. J'ai essayé à nouveau. 30 kilomètres sur la départementale. Même résultat. J'ai serré la mâchoire si fort que mes dents me faisaient mal. La route de campagne s'étendait noire et interminable sous mes phares. J'ai poussé le compteur à 130, puis 140. Aucune autre voiture. Seulement moi dans l'obscurité et la terrible arithmétique qui se développait dans ma tête. 3 jours depuis le grand dîner familial, où Sébastien avait sorti cette chemise beige. Je veux juste vous montrer à tous les deux ces informations d'assurance voyage, m'assurer que tout le monde est protégé. La façon dont il continuait à remplir le verre de vin d'Élise. Comment Camille avait insisté. Maman doit venir maintenant, pendant qu'on a des congés du travail. Des détails que j'avais écartés alors s'assemblaient maintenant comme des preuves dans un procès. Le schéma émergeait, délibéré, calculé. La station-service est apparue soudainement, éclairage au néon dur perçant l'obscurité. Je suis entré dans le parking trop vite. Les pneus ont crissé et elle était là. Élise était assise sur un banc métallique devant le magasin, enveloppée dans une couverture d'employé. Ses cheveux pendaient en mèches emmêlées autour de son visage. Ses vêtements, la jolie tenue de voyage qu'elle avait portée avec tant de fierté, étaient enfroissés et sales. Mais ce sont les bleus qui m'ont coupé le souffle. Des marques sombres sur ses bras, une ombre violette fleurissant sur sa pommette gauche. Marque d'étreinte. Quelqu'un l'avait agrippée brutalement. Elle a levé les yeux quand je me suis approché, et l'expression sur son visage m'a brisé de l'intérieur. Ce n'était pas du soulagement. C'était de la honte.
Je me suis agenouillé devant elle, observant tout avec des yeux exercés. Les bleus, le tremblement, la façon dont elle se recroquevillait, essayant de se rendre invisible. « Ma chérie, je suis là », dis-je lentement. Sa voix est sortie brisée. Je pensais qu'il reviendrait. Je pensais qu'il m'avait peut-être oublié. Un jeune homme observait près de là, nerveux. L'employé qui avait appelé, cheveux bruns, environ 19 ans. « Ne parle pas maintenant », dis-je à Élise. « On va t'emmener quelque part en sécurité. » Quand elle a enfin croisé mon regard, la douleur était plus profonde que toute blessure. « Pierre, ils m'ont abandonné. » Je l'ai aidée à se lever. Elle était plus légère que dans mes souvenirs. J'ai pris son petit sac, la seule chose qu'elle avait, et l'ai menée à la voiture. Le garçon s'est approché. « Monsieur Dubois, je suis Mathieu. C'est moi qui ai appelé. » Elle ne voulait prévenir personne. Elle disait qu'il reviendrait. « Combien de temps a-t-elle été ici ?»« Depuis hier matin, presque 36 heures. Je lui ai donné de l'eau et de la nourriture. Mon gérant a permis qu'elle reste dans la salle des employés. 36 heures. Battue, abandonnée, attendant une famille qui n'allait pas revenir. A-t-elle appelé quelqu'un d'autre ? 2 numéros, plusieurs fois. Personne n'a répondu. À minuit, elle a pleuré et m'a donné votre numéro. Je lui ai mis de l'argent dans la main. Tu lui as probablement sauvé la vie. Merci. Le procureur en moi était déjà réveillé. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un l'avait planifié. L'hôtel était à 10 minutes. Rose délavée, enseigne clignotante. J'ai payé en espèces. Chambre 12. Rez-de-chaussée. La chambre était simple, mais propre et chaude. Douche chaude. Ensuite, tu dors. Elle s'est excusée. Pardon, j'aurais dû le savoir. Arrête, dis-je. Rien de tout cela n'est de ta faute. La douche a coulé longtemps. Elle a pleuré. Je ne l'ai pas interrompue. J'ai commandé le petit déjeuner dans un café proche. Quand elle est sortie, les cheveux mouillés, elle a mangé un peu. Où allons-nous ? D'abord se reposer, ensuite à la maison. Je ne veux pas être un fardeau. Tu es ma femme, tu ne l'es jamais. Après avoir mangé, elle s'est allongée. Elle n'a pas dormi. Elle regardait dans le vide. C'était le 2e jour, dit-elle finalement. Sébastien était charmant. Je pensais que je m'étais peut-être trompé sur lui. J'ai sorti une chaise et l'ai laissé parler. Après le petit déjeuner, il a sorti des papiers. Il a dit qu'ils étaient normaux. Mais ils ne l'étaient pas. C'était une procuration. Gestion de patrimoine. Notre maison. Nos comptes. J'ai refusé de signer sans que tu les voies. Mon sang s'est glacé. Qu'est-il arrivé ? Son visage a changé. Camille a dit qu'il voulait juste aider. Mais ça ne semblait pas comme ça. 2 heures plus tard, ils se sont arrêtés à la station-service. Je suis allé aux toilettes. Quand je suis sorti, la voiture n'était plus là. Je pensais qu'il devait y avoir une erreur. J'ai attendu des heures. J'ai appelé. Rien. Des appels manqués sont apparus sur son téléphone. Des appels qu'elle n'avait jamais entendus. Ils avaient été passés pour créer un historique. J'ai attendu toute la journée, toute la nuit. Je pensais qu'il y avait une explication. Je me suis levé. Oui, il y en avait une. C'était délibéré. Ils t'ont fait pression. Quand tu as dit non, ils t'ont abandonné. Devrions-nous appeler Camille ? Non, on ne les prévient pas. On rentre à la maison. Je m'en occupe. Pendant qu'elle s'habillait, j'ai sorti mon carnet et noté tout. Date, document, faux appel, abandon, preuve. Avant de partir, j'ai regardé le contact de Camille sur mon téléphone. Mon pouce a hésité. Puis je l'ai rangé. Pas encore. J'ai démarré le moteur. Le soleil commençait à se lever sur la campagne, effaçant les ombres de la nuit. Le trajet de 4 heures jusqu'à la maison s'étendait devant moi, et avec chaque kilomètre, je montais le dossier dans ma tête. Nous sommes arrivés peu avant midi. La maison semblait la même, mais elle ne l'était plus. J'ai aidé Élise à entrer. Elle bougeait avec précaution, comme quelqu'un qui se remet d'une chirurgie. « Repose-toi », dis-je en l'emmenant dans la chambre. Je vais appeler le docteur Moreau. Lucien Moreau avait été notre médecin de famille pendant 15 ans. Il est arrivé en moins d'1 heure. « J'ai besoin que tu documentes tout », lui dis-je à voix basse. « Chaque blessure,
Un rapport complet. Lucien a compris immédiatement. Il a été prudent et respectueux avec Élise, mais méticuleux dans son travail. Il a mesuré chaque bleu, pris des photos, analysé les marques d'étreinte sur ses bras. Comment cela s'est-il produit demanda-t-il. Quelqu'un m'a tenu brutalement pendant une dispute, répondit Élise. Qui? Le mari de ma fille. Lucien a tout noté. Quand il a terminé, il m'a regardé avec une expression qui confirmait ce que nous savions tous les deux. Le rapport sera exhaustif. Ensuite, je me suis enfermé dans mon bureau. Pendant des décennies, cela avait été mon refuge. Maintenant, c'était une salle de guerre. J'ai organisé tout. Relevé bancaire, registre de cartes et au centre, les documents de procuration qu'Élise avait gardés. Je les ai examinés avec un œil de procureur. Langage professionnel, format correct, mais intention prédatrice. Large pouvoir financier, clause d'incapacité sans base médicale. Conçu pour tromper, comptant sur la confiance et la précipitation. J'ai fait des copies, surligné les clauses clés et suis entré dans nos comptes. Le schéma est apparu rapidement. Petit virement, toujours en dessous de 1500 € vers le compte de Sébastien et Camille. Pendant 6 mois. J'ai créé un tableur. Le total m'a fait trembler les mains. Ce soir-là, Camille a appelé. J'ai activé l'enregistrement avant de répondre. « Papa, quelque chose de terrible s'est passé. Maman a disparu de l'hôtel. On a appelé la police. Ta mère est ici avec moi, ai-je répondu. Je l'ai récupérée dans une station-service après 36 heures d'abandon. Où l'avez-vous laissée? Silence. Puis Sébastien a pris l'appel, avec une voix répétée. Il y a eu un malentendu. On pensait qu'elle était sortie se promener. Tu mens, dis-je. Nous parlerons face à face, bientôt. J'ai raccroché et sauvegardé l'enregistrement avec des copies de sauvegarde. Durant les jours suivants, j'ai tout documenté. Photos des bleus, registre financier, chronologie détaillée. Des détails qui semblaient insignifiants auparavant formaient maintenant un schéma clair. Le 3e jour, j'ai appelé Robert Leblanc, ex-procureur spécialisé dans la maltraitance des personnes âgées. « Viens demain avec tout », m'a-t-il dit après avoir écouté les faits. Je ne l'ai pas encore dit à Élise. Elle avait besoin de se reposer. Ce soir-là, Sébastien a rappelé, sans charme. On doit parler rationnellement. Il y a des malentendus. Tu as essayé de contraindre ma femme, puis tu l'as abandonnée. Ce n'est pas un malentendu. C'est ton interprétation. Alors explique-le à la police, ou viens ici avec Camille. Il a accepté, avec prudence. Dans le bureau de Robert, nous avons tout examiné pendant des heures. C'est solide, a-t-il conclu. Maltraitance de personnes âgées, tentative de fraude, exploitation financière. Tu as des options, accusation criminelle, poursuite civile, ordonnance de protection, ou restitution totale et rupture définitive. En rentrant chez moi, j'ai pris ma décision. Ce soir-là, j'ai appelé Camille. Je veux te voir toi et Sébastien ici samedi à 14 heures. Papa, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Amène Sophie et Thomas. Ils devraient voir leurs grands-parents. La mention des enfants a changé sa voix. Vraiment? Samedi, 14 heures. Ne soyez pas en retard. Le samedi arriva, Saint-Valentin. J'ai choisi la date à dessein. Un jour associé à l'amour, transformé maintenant en règlement de compte. Élise fut nerveuse toute la matinée, rangeant des choses inutilement. Elle me faisait confiance. À 14 heures précises, la voiture de Sébastien arriva. J'ai observé depuis la fenêtre. Camille portait une boîte de macarons. Sébastien aidait Sophie et Thomas à descendre. Les enfants ont couru vers la maison avec la joie innocente. J'ai ouvert la porte et me suis agenouillé pour les embrasser. « Grand-père, » dit Sophie, « on a apporté des macarons de Saint-Valentin. »« Comme c'est merveilleux, » ai-je répondu. « Allez les montrer à grand-mère. » Quand ils sont entrés, la tension s'est révélée. « D'abord, laissons les enfants s'installer, » dis-je. « Ensuite on parle. » Pendant une demi-heure, je n'ai été que grand-père. J'ai écouté des histoires, joué, vu Élise sourire pour la première fois en plusieurs jours. Puis j'ai parlé calmement. « Sophie, Thomas, pourquoi n'allez-vous pas regarder votre émission dans la chambre d'amis ?»
Quand ils sont partis, j'ai fermé la porte. Asseyez-vous. J'ai posé les documents sur la table. Le rapport médical, les photos des bleus, les relevés bancaires, les transcriptions d'appels enregistrés. Qu'est-ce que tout cela prouve? Dit Sébastien avec dédain. Agression documentée. Abandon. Fraude financière. Papa, on peut expliquer, dit Camille en pleurant. Alors expliquez les bleus. Expliquez avoir laissé votre mère 36 heures dans une station-service. Expliquez les 60 000 € volés. Silence. Vous avez deux options, continuai-je. Première, j'apporte ceci au parquet. Maltraitance de personnes âgées, tentative de fraude, exploitation financière. Deuxième, vous rendez chaque euro. Vous vous excusez auprès d'Élise et vous ne nous demandez plus jamais rien. Sébastien s'est levé furieux. Tu ne peux pas prouver l'intention. J'ai été procureur 40 ans. Je sais exactement ce que je peux prouver. Nous sommes une famille, sanglota Camille. Les familles s'entraident. Les familles n'abandonnent pas leurs aînés dans la campagne. Vous avez 48 heures. Sébastien est sorti en claquant la porte. Depuis la fenêtre, j'ai vu la voiture démarrer à toute vitesse. Les macarons ont été oubliés dans la cuisine. Élise pleurait en silence. Je l'ai serrée dans mes bras. L'attente commença. 2 jours sans appel, sans message. Le lundi à 14 heures, je soulevai le téléphone pour appeler Robert. Et la sonnette retentit à la porte. Un huissier m'a remis une enveloppe. Demande de tutelle légale. Camille demandait le contrôle légal sur Élise et sur moi pour incapacité mentale et âge avancé. Élise lut le document et pâlit. Il dit qu'on est incompétent. C'est la stratégie de Sébastien, répondis-je. Faire de nous le problème. 30 minutes plus tard, nous étions dans le bureau de Robert. C'est agressif, dit-il. Soit brillant, soit imprudent. Je parierais sur imprudent. Nous nous sommes soumis à des évaluations médicales et cognitives complètes. Nous les avons réussies sans difficulté. Il n'y a aucune preuve d'incapacité, dit le docteur. Je le mettrai par écrit. Cette semaine, j'ai passé un appel que je n'ai jamais pensé faire. Depuis un téléphone jetable, j'ai appelé les services de protection de l'enfance. J'ai exprimé des préoccupations pour mes petits-enfants. Stress extrême, problèmes financiers, conflits graves. Je n'ai pas donné mon nom. J'ai détruit le téléphone. Grâce à d'anciens contacts, j'ai appris quelque chose de plus sur Sébastien. Il était apparu dans une enquête pour paris illégaux en ligne. Affaires classées, dette, désespoir. J'ai engagé un comptable judiciaire. Pas un détective. Parce que ce n'était plus seulement personnel. C'était une structure financière qui allait s'effondrer. Suivre l'argent ne semblait pas invasif. C'était ce que j'avais fait pendant 40 ans. J'ai tout remis à l'auditeur. Le nom de Sébastien, son numéro de sécurité sociale obtenu d'anciens documents fiscaux, informations professionnelles. Trouve tout, lui dis-je. L'audience judiciaire fut le dernier jour de février. Juge Patricia Lebrun, que je connaissais bien de mes années au parquet, juste, directe, intolérante à la manipulation. L'avocat de Camille présenta son argument. Parents âgés, confusion, décision financière, erratique. Robert démonta chaque point avec précision. Évaluation médicale impeccable. Fonction cognitive intacte. Registre financier qui montrait le vol, pas la confusion. Le témoignage de Mathieu sur l'abandon. Le rapport du docteur Moreau documentant l'agression. La juge ne tarda pas. Demande de tutelle rejetée. Il est accordé en plus une ordonnance de protection. Camille Dubois épouse Moreau et Sébastien Moreau devront se maintenir à 100 mètres des époux Dubois. Première victoire. En sortant du tribunal, j'ai vu la haine pure dans les yeux de Sébastien. Il a chuchoté quelque chose à Camille. Ce n'était pas fini. 3 jours plus tard, arriva le rapport de l'auditeur. 40 pages dévastatrices. Plus de 70 000 € perdus en paris en ligne. Prêt prédateur. Carte de crédit au maximum. Et le pire, une seconde hypothèque sur leur maison, signée seulement par Sébastien. Il ne nous avait pas seulement volés. Il avait détruit financièrement sa propre famille. J'ai appelé Robert. Puis-je partager cette information avec Camille? Si elle a été obtenue légalement et qu'elle a un intérêt légitime, oui, mais documente tout et sois prudent. J'ai observé les habitudes de Camille.
Rien d'illégal. Juste de l'attention. J'ai su qu'elle faisait ses courses le mardi matin, seule. Le mardi suivant, j'y étais. Je l'ai vue au rayon fruits. Je me suis approché prudemment, restant hors de la limite de l'ordonnance. Ne t'inquiète pas, dis-je. Je ne la viole pas. Mais tu as besoin de savoir ceci. Je mentionnai les dettes, l'hypothèque, les cartes ouvertes à son nom. Son visage perdit ses couleurs. J'ai laissé le dossier prêt, sans le toucher. Je ne te demande rien, seulement que tu aies la vérité. Sophie et Thomas restent mes petits-enfants. Je suis parti sans attendre de réponse. Cet après-midi arriva un message d'un numéro inconnu. C'est Camille. On doit parler, demain. Café Le Central. Je savais qu'elle viendrait demander. Le lendemain, je me suis assis face à elle. C'est vrai ? Demanda-t-elle. Tout est vérifié ? Tu peux le vérifier toi-même. Pourquoi me dis-tu cela maintenant ? Parce que je reste ton père. Et Sébastien est le problème, pas toi. Mais tu as besoin de le voir. Elle est partie sans rien dire de plus. Depuis la fenêtre, je l'ai vue appeler Sébastien, furieuse. Phase 1. Les séparer émotionnellement. Accompli. Jour plus tard, Robert appela. La protection de l'enfance a fait la visite. Ils ont détecté de l'instabilité financière et un conflit parental. Il y aura un suivi dans 30 jours. Une autre fissure. L'appel final arriva le 22 mars. Papa, tu avais raison. J'ai tout vérifié. Je ne savais pas, je te le jure. Tu ne savais pas pour les dettes, répondis-je. Mais tu savais que tu laissais ta mère dans une station-service. Elle pleura. Elle admit que Sébastien l'avait manipulée, qu'elle avait voulu croire que nous étions le problème. Je n'attends pas le pardon, dit-elle. J'ai juste besoin de protéger mes enfants. Alors j'ai posé mes conditions, claires et définitives. Si tu veux une quelconque voie vers une possible réconciliation, et je ne promets rien, tu dois agir. Premièrement, demande le divorce immédiatement. Deuxièmement, accepte la garde temporaire de Sophie et Thomas avec nous pendant que tu stabilises ta situation. Le silence à l'autre bout de la ligne me dit qu'elle avait compris. Troisièmement, dis-je, tu rends les 60 000 euros. Papa, je ne peux pas simplement... Sa voix se brisa. Les services de l'enfance enquêtent sur ton foyer. Si tu n'agis pas maintenant, tu perdras le contrôle de la situation. Le silence s'éternisa, brisé seulement par sa respiration tremblante. Combien de temps ai-je ? 2 semaines pour remplir les 3 conditions. L'argent peut être en paiement, le premier versement dans 30 jours. Mais le divorce doit être déposé dans 2 semaines. Non négociable. Une autre pause. D'accord. Une chose de plus. Quand tu déposes la demande, demande qu'on enquête sur le notaire qui a certifié l'hypothèque falsifiée. Soit il était complice, soit on lui a volé ses accréditations. Je savais comment pensait Sébastien. Un homme désespéré essaye toujours d'effacer les traces. Je l'inclurai, dit Camille à voix basse. Nous avons raccroché. Je suis resté à regarder une vieille photo de Camille, à 8 ans, souriant fièrement pour un examen parfait. Cet enfant n'était plus là, mais peut-être quelque chose de mieux pourrait surgir des restes. 2 semaines plus tard, le 5 avril, Camille déposa la demande de divorce. Robert m'appela cet après-midi. Garde complète demandée. Visite supervisée. Documents hypothécaires marqués pour enquête. Les papiers ont déjà été remis à Sébastien. Comment a-t-il réagi ? Il a pâli, puis rougi. Il a quitté le travail sans dire un mot. J'ai regardé la rue tranquille depuis la cuisine. Élise préparait la chambre d'amis pour Sophie et Thomas, fredonnant doucement. Pour un moment, tout sembla calme. Alors arriva un message d'un numéro inconnu. « Tu as fait cela. Tu as détruit ma famille. Ce n'est pas fini. » J'ai fait une capture et l'ai envoyée à Robert. Puis, j'ai bloqué le numéro. 6 jours plus tard, vers minuit, Sébastien apparut chez moi. Il frappa la porte avec rage, criant des accusations. « Appelle la police », dis-je à Élise. « Il viole l'ordonnance de protection. » La police arriva en 7 minutes. Ils l'arrêtèrent sur le perron. Le lendemain matin, Robert appela. Il a passé 48 heures en détention. Il a payé la caution. Violera-t-il encore l'ordonnance ? Probablement. Il avait raison. Le 18 avril, Sébastien fit irruption dans l'office de la notaire Carmen Rodriguez.
Il cassa une vitre, déclencha l'alarme et fut arrêté avant de réussir quoi que ce soit. Les caméras ont tout filmé. Il nous facilite les choses, dit Robert. Effraction, tentative de vol, violation répétée de l'ordonnance. Charge grave. La vie de Sébastien s'effondra en quelques jours. Licencié le 21 avril. Avis d'exécution hypothécaire le 25. Voiture saisie peu après. Camille déménagea dans un petit appartement avec les enfants. Elle trouva du travail comme assistante juridique et commença à payer la restitution. Le 30 avril, la notaire m'appela. « Je veux témoigner contre lui », dit-elle. Ce qu'il a fait était impardonnable. Un autre témoin. Un autre clou. Le même après-midi, l'avocat de Sébastien proposa un accord. Culpabilité pour effraction, liberté conditionnelle, service communautaire, restitution. Il l'acceptera, dis-je à Robert. Il n'a pas le choix. 2 jours plus tard, Camille rappela. « Papa, les enfants veulent dire au revoir à Sébastien avant de déménager chez toi et maman. Peut-on se voir dans un lieu supervisé ? » « Où ? » ?»« Au parc du centre-ville, dimanche à midi. » J'ai raccroché lentement. La phase suivante était sur le point de commencer. J'ai pensé que peut-être tu devrais être là comme superviseur pour que Sébastien sache que les limites sont réelles. Je serai là, dis-je. Le matin du dimanche arriva brillant et froid. Élise et moi conduisîmes au parc central juste avant midi. Camille était déjà là avec Sophie et Thomas, assis à une table de pique-nique près de l'aire de jeu. Les enfants étaient éteints, sentant le poids des problèmes d'adultes qu'ils ne pouvaient pas comprendre entièrement. Sébastien arriva 10 minutes en retard, conduisant une voiture empruntée. Il semblait diminué, pas rasé, portant des vêtements froissés, bougeant comme quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il s'arrêta quand il me vit debout près de Camille. Sa mâchoire se serra. « Tu l'as amené ?» La voix de Camille fut ferme. « Papa est ici pour superviser. Ce sont les conditions. » Pour un moment, je pensais que Sébastien pourrait partir. Mais alors Sophie cria « Papa !» et courut vers lui, et toute lutte qui lui restait s'évanouit. Je le vis s'agenouiller et embrasser sa fille. Puis son fils. Je le vis essayer de sourire, essayer de faire semblant que tout allait bien. Je le vis mentir au visage de ses enfants sur pourquoi il ne pouvait pas rentrer à la maison avec lui encore. Après 15 minutes, Camille se leva. Il est temps de partir. Le masque de Sébastien se brisa. S'il vous plaît, juste un peu plus. On avait convenu 15 minutes. Il me regarda alors et je vis tout dans ce regard. Haine, défaite, reconnaissance qu'il s'était détruit plus complètement que je n'aurais pu le faire. « Tout ceci, c'est toi, » dit-il à voix basse. « Tu as tout orchestré. » Je le regardai droit dans les yeux. « Tu as abandonné ma femme dans la campagne. Tout après ça n'était que conséquence. » Il n'eut pas de réponse à cela. Il se tourna simplement et marcha vers la voiture empruntée, les épaules voûtées, un homme portant tout le poids de ses choix. Élise prit les mains des enfants, les menant vers notre voiture. Camille resta un moment regardant Sébastien s'éloigner. « Merci, » dit-elle doucement, « d'être ici pour tout cela. »« Prends soin de ces enfants, » dis-je. « C'est tout ce qui compte maintenant. » Nous conduisîmes à la maison en silence. Sophie et Thomas bavardèrent sur le siège arrière à propos de leur nouvelle chambre, à propos des étoiles et planètes sur leurs draps. Voix innocente, inconsciente de la guerre qui avait éclaté autour d'elle. Dans mon rétroviseur, je vis le parc disparaître. C'était fini. Pas le pardon, pas la réconciliation, pas la guérison. Celle-ci prendrait des années si elle venait. Mais la partie vengeance, celle-là, était terminée. La justice avait été servie, froide et précise. Et parfois, cela devait suffire. L'audience de condamnation pénale de Sébastien était programmée pour le 7 mai. Je n'étais pas obligé d'assister. J'y suis allé quand même. La salle de tribunal était la même où j'avais poursuivi des centaines d'affaires pendant 4 décennies. La juge Martinez présidait, une femme qui avait gravi les échelons les mêmes années que moi, qui savait à quoi ressemblait une accusation exhaustive. Sébastien entra traînant les pieds, portant l'uniforme de la prison du département, incapable de payer la caution cette fois. Son avocat, un défenseur public, puisque Sébastien ne pouvait plus payer un avocat privé. Il portait un dossier mince,
Il n'y avait pas beaucoup de défense à monter. Je me suis assis dans la galerie arrière, vêtu d'un costume, vieilles habitudes. La juge révisa le dossier de l'affaire, son expression neutre mais concentrée. L'avocat de Sébastien fit ses arguments. Incidents isolés, stress extrême par mariage raté, aucun antécédent pénal préalable, totalement coopératif avec les autorités. La juge Martinez écouta, puis parla. Monsieur Moreau, j'ai examiné votre affaire minutieusement. Votre avocat argumente que c'était un seul laps de jugement, mais le dossier montre un schéma. Le défenseur public essaya encore. Votre honneur, mon client était sous stress extrême par des difficultés financières. Beaucoup de personnes font face au stress et aux difficultés financières. Elles ne commettent pas de crimes. Monsieur Moreau a pris des décisions, constamment de mauvaises décisions, qui ont mis en danger d'autres personnes et violé la loi. Sébastien parla pour la première fois, sa voix creuse. J'essayais de protéger les intérêts de ma famille. J'étais désespéré. Le désespoir n'excuse pas la criminalité. Je vous condamne à 6 mois de liberté surveillée supervisée, 200 heures de service communautaire, restitution totale pour dommages et une ordonnance de protection permanente qui interdit tout contact avec la famille Dubois. Cela signifie aucun contact d'aucune sorte, ni par intermédiaire, ni par réseaux sociaux, ni par vos enfants. Toute violation résultera en emprisonnement immédiat. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. Sébastien me regarda une fois pendant que l'huissier le laissait sortir. Je soutins son regard. Il détourna les yeux en premier. Une semaine plus tard, Camille appela. Le divorce est définitif. 15 mai. Je suis légalement libre de lui. Comment te sens-tu? Pas heureuse, juste libre. Cette même semaine, j'ai passé un appel téléphonique depuis mon bureau fermé. Les informations d'emploi de Sébastien obtenues par les procédures de divorce, dossier public, étaient sur mon bureau. Suzanne Chen à l'appareil, en quoi puis-je vous aider? Madame Chen, mon nom est Pierre Dubois. Je suis un procureur retraité de Paris. J'appelle concernant un de vos employés, Sébastien Moreau, dans votre département marketing. Sa voix devint prudente. Je ne peux pas discuter d'affaires d'employés avec des tiers. Je comprends complètement. Je ne demande pas d'informations, j'en fournis. Monsieur Moreau a été récemment condamné pour effraction et a de multiples violations d'ordonnances de protection à son dossier. Il a aussi une addiction aux jeux documentés avec plus de 70 000 € de dettes de casino. Je pensais que votre entreprise devrait être au courant, particulièrement s'il a accès à des systèmes financiers ou comptes clients. Pause. Pouvez-vous fournir des numéros d'affaires ou documentation? Tout est dossier public. Je donnais les numéros d'affaires, les dates, les emplacements des tribunaux. J'apprécie que vous portiez ceci à l'attention. Je m'assure simplement que les parties appropriées aient l'information pertinente. Ce que vous en faites est votre décision. 3 jours plus tard, Robert appela. Sébastien Moreau a été licencié de l'agence de marketing hier. Raison officielle. Violation de la politique d'éthique de l'entreprise. Compris? Merci. Je marchais vers la salle où Élise lisait. C'est fait. Elle leva les yeux, comprit immédiatement et hocha la tête. Pas de célébration, juste reconnaissance. La semaine suivante, je rencontrai notre avocat de succession. Élise vint avec moi portant des décennies de documents financiers. Je veux restructurer notre testament et créer une fiducie pour Sophie et Thomas. L'avocat prit des notes pendant que j'expliquais. Actif primaire, maison évaluée à 420 000 €, épargne de 250 000 €. Ils iraient directement aux petits-enfants par une fiducie qui s'activerait quand ils atteindraient 25 ans. Camille recevrait 30 000 €. Pas beaucoup pour votre fille, observa l'avocat. Assez pour montrer que le pardon est possible, pas assez pour récompenser ce qu'elle a fait. La fiducie incluait des dispositions strictes, protégée de tout futur conjoint que Camille pourrait avoir. Ne pouvait pas être accédée avant pour aucune raison. Exiger que les enfants maintiennent un bon niveau académique et antécédents pénaux propres. C'est blindé, confirma l'avocat. Personne ne peut y accéder ou le modifier sans ordonnance judiciaire prouvant que vous étiez incompétent quand vous l'avez créé. Nous signâmes les documents début juin. Le notaire fut témoin, scella, archiva les originaux dans le coffre de l'avocat. Plus tard ce mois, Robert fournit une mise à jour finale. Sébastien a déménagé de retour en Normandie,
vivant chez sa mère à Caen, travaillant à temps partiel dans un magasin de détail, faisant à peine les paiements minimums sur la restitution ordonnée par le tribunal. J'ai absorbé cette information. Antécédents pénaux. Fait. Divorcé avec visite minimale. Fait. Maison exécutée. Fait. Voiture saisie. Fait. Travail terminé. Fait. Crédit détruit. Fait. 70 000 € en dette impayable. Fait. L'homme qui avait essayé de nous voler, qui avait abandonné Élise dans la campagne. Cet homme avait été démantelé systématiquement. Je ne ressentis pas de culpabilité, seulement la froide satisfaction de la justice servie. Cette nuit, je me suis assis sur notre terrasse arrière, regardant Sophie et Thomas jouer dans le jardin. Élise me rejoignit, s'installant dans la chaise près de la mienne. « C'est vraiment fini », dit-elle à voix basse. « Oui. Penses-tu que Sébastien essaiera quelque chose de plus ? » ?»« Non, il ne lui reste rien avec quoi se battre. » Elle garda le silence un moment. « Ce que tu as fait, coordonner tout ceci, certaines personnes pourraient appeler ça de la vengeance. Certaines personnes auraient raison. Et tu es bien avec ça ? » Je pensais à la question. En 40 ans poursuivant des criminels, construisant des affaires, croyant aux conséquences, trouvant ma femme battue et abandonnée dans une station-service de campagne, voyant Sébastien manipuler notre fille vers la complicité. J'ai arrêté un criminel en utilisant des moyens légaux. Je le referai. Élise se rapprocha et prit ma main. Son étreinte était forte, ferme. Le tremblement qu'elle avait eu pendant des semaines après l'abandon avait disparu. « Bien, dit-elle, parce qu'il méritait tout ce qu'il a eu. » Nous nous assîmes ensemble pendant que le soleil se couchait, regardant nos petits-enfants jouer. Et pour la première fois en moi, le poids que j'avais porté se leva. La justice n'était pas seulement servie, elle était complète. L'été arriva avec une douceur qui se sentait gagnée. Sophie et Thomas s'adaptèrent à vivre avec nous, avec la résilience des enfants. Leurs chambres se remplirent d'œuvres d'art, devoirs scolaires, le chaos confortable des jeunes vies. Élise les inscrivit dans des programmes d'été au centre communautaire local. J'enseignais à Thomas à faire du vélo dans notre allée, courant à côté de lui jusqu'au moment où il trouva son équilibre et pédala au loin en riant. Élise commença une thérapie 2 fois par semaine. Une femme gentille, appelée Dr Patricia, qui se spécialisait dans la récupération de traumatismes. Au début, Élise résista. « Je vais bien, je n'ai pas besoin de parler à personne. » Mais j'insistais. L'abandon, les bleus, la trahison de notre fille, ces choses laissaient des marques plus profondes que la peau. Après 3 semaines, Élise revint d'une séance et me dit « Patricia m'a demandé aujourd'hui ce que je voulais du futur. Je me suis rendu compte que j'avais été si concentré sur la survie que j'avais oublié de penser à vivre. Et que veux-tu ? Être grand-mère. Me sentir en sécurité dans ma propre vie à nouveau. Pardonner à Camille, éventuellement quand elle l'aura gagnée. Pas aujourd'hui, mais peut-être un jour. » Camille appelait chaque soir pour parler avec ses enfants. Conversation brève remplie de comment était l'école, et tu t'es brossé les dents, et je t'aime. Elle envoya le premier paiement de ce qu'elle nous devait, 400 €, presque la moitié de son chèque de paie de son travail d'assistante juridique. Le deuxième samedi de juin, elle demanda si elle pouvait visiter. « Juste 1 heure. Je veux les voir. Je veux vous voir tous les deux. » Je regardais Élise. Elle hocha lentement la tête. Samedi après-midi, 14 heures, 1 heure. Camille arriva exactement à l'heure, portant un sac de fournitures d'art pour les enfants. Elle avait perdu du poids, semblait fatiguée mais ferme. Elle embrassa Sophie et Thomas avec soin, comme si elle avait peur qu'ils se cassent ou disparaissent. « Maman ?» demanda Thomas. « Quand retournons-nous à la maison ?» Le visage de Camille se froissa un moment, puis elle sourit. « La maison de grand-père et grand-mère est votre maison en ce moment, chérie, mais nous aurons des visites spéciales, d'accord ? Comme aujourd'hui. » Après que les enfants sortirent jouer, Camille se tourna vers nous. « Je prends des cours du soir à l'université communautaire, administration des affaires. Je veux subvenir adéquatement à leurs besoins, leur donner la stabilité. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais j'essaie de devenir quelqu'un qui mérite de les avoir de retour éventuellement. Je ne m'adoucis pas immédiatement.
Les mots sont faciles, les actions prennent du temps. Je sais. Je suis prête à prendre ce temps. Ces visites du samedi devinrent routine. Chaque semaine, à la même heure, Camille arrivait avec quelques petits cadeaux ou activités. Elle ne demanda jamais d'emmener les enfants quelque part seuls, ne poussa jamais les limites, apparut simplement constamment, démontrant par la répétition qu'on pouvait lui faire confiance. Sébastien exerça ses droits de visite supervisée mensuelle exactement une fois en juin, dans une installation en ville avec un superviseur désigné par le tribunal présent. Selon le rapport que reçut Camille, il s'était assis rigidement face à Sophie et Thomas pendant 30 minutes, posa des questions superficielles sur l'école et partit tôt prétextant qu'il avait du travail. Il ne programma jamais d'autres visites. Août apporta notre 42e anniversaire de mariage. Je n'avais rien planifié d'élaboré. Les derniers mois avaient été assez épuisants, mais Élise voulait célébrer. Nous avons survécu, dit-elle simplement. Ça mérite reconnaissance. Nous invitâmes Camille à dîner. Elle arriva tôt pour aider à cuisiner, se déplaçant dans notre cuisine, comme elle se souvenait de l'enfance, sachant instinctivement où tout se trouvait. La soirée fut presque normale. Sophie nous montra son bulletin, tous A et B. Thomas démontra sa nouvelle capacité à claquer des doigts. Nous mangeâmes lasagne et pain à l'ail, et le gâteau au citron que Camille avait fait. Après le dîner, après que les enfants jouaient dans le salon et Camille ramassait les plats, Élise et moi sortîmes sur la terrasse avant. Le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances d'or et rose. 42 ans, dit Élise. À travers tout, fit Géco. Penses-tu que Camille dira bien? Vraiment bien? Je pensais à la question, à ma fille qui avait pris de terribles décisions, payé de terribles prix et se reconstruisait lentement pièce par pièce. Je pense qu'elle a une chance, si elle continue d'apparaître, si elle continue de faire le travail. Et nous allons bien? Je regardais ma femme de 64 ans, bleue disparue depuis longtemps, force récupérée. La femme que j'avais conduit 500 kilomètres à travers la nuit pour sauver. La femme qui s'était assise à côté de moi à travers enquête, audience judiciaire, planification stratégique. La femme qui avait choisi de guérir au lieu de se briser. Nous sommes plus que bien, dis-je. À l'intérieur? Appela Camille. Le dessert est prêt. Attends, nous venions juste de manger. Je réalisais qu'elle se référait au dessert. Vieille habitude. Mal dit. Sophie et Thomas coururent vers la maison riant de quelque chose que seuls eux comprenaient. Élise se leva, tira ma main. Allez, mangeons avec notre famille. Je me levai, mais fis une pause à la rambarde de la terrasse, regardant le quartier. 42 ans dans cette maison. 40 ans comme procureur. Avant cela, j'avais passé toute ma vie poursuivant la justice dans les tribunaux, par les preuves par moyens légaux. Ce qui arriva avec Sébastien fut juste une affaire de plus, excepté que ce ne l'était pas. C'était personnel et les affaires personnelles exigeaient des solutions complètes. Sébastien était parti, pas mort, pas en prison, juste éliminé, vivant une vie diminuée en Normandie. Aucune menace pour personne. Camille était ici reconstruisant, gagnant le pardon lentement. Élise guérissait. Les enfants étaient en sécurité. Pierre appela Élise depuis la porte. Je me tournai. Je vis ma femme à contre-jour par la chaude lumière de la cuisine. J'entendis les voix de mes petits-enfants. Voilà à quoi ressemble la justice, pensai-je. Pas tribunaux ni sentences. Ceci, famille, sécurité, guérison. J'entrai et Élise ferma la porte derrière nous. Par la fenêtre, la balançoire de la terrasse se balançait doucement avec la brise du soir. Vide maintenant, mais attendant. Demain viendrait avec ses propres défis, mais cette nuit était simplement un dîner en famille. Rires autour d'une table, moments ordinaires qui avaient semblé perdus à jamais. Élise sortit le gâteau d'anniversaire. 42 bougies, en fait juste 4 et un 2. Nous chantâmes faux et joyeux. Je fis un vœu, pas pour la vengeance ou la justice, celle-là était complète. Je souhaitais une guérison continue, pour l'avenir de mes petits-enfants, pour la paix de ma femme. J'ai soufflé les bougies. Tout le monde applaudit et pour la première fois depuis cet appel téléphonique de minuit, depuis une station-service il y a 8 mois, je sentis quelque chose que j'avais presque oublié. Contentement.
La vengeance était terminée. La guérison venait juste de commencer et parfois cet équilibre était exactement ce que la justice exigeait. Zaverchanie History, Versiane Francis Komiezeke. Quand je repense à tout cela maintenant, je réalise que cet appel à minuit n'était pas une coïncidence. C'était la voix de Dieu me disant: Pierre, il est temps d'utiliser tout ce que tu as appris. 40 ans j'ai servi la loi, mais c'est seulement cette nuit-là que j'ai compris pourquoi j'avais reçu toutes ces connaissances, toutes ces compétences. Pas pour la gloire, pas pour l'argent, pour protéger Élise quand elle en avait le plus besoin. Parfois, la foi ne signifie pas attendre des miracles du ciel. Elle signifie reconnaître que les outils dont vous avez besoin sont déjà entre vos mains. Et quand j'ai conduit à travers cette obscurité, le cœur battant fort, j'ai su. Dieu ne m'avait pas laissé sans préparation pour ce combat. Si je pouvais vous dire une seule chose, ce serait ceci. N'ignorez jamais cette sensation dans votre estomac quand quelque chose ne va pas avec ceux que vous aimez. Ne vous dites pas «je me trompe probablement» ou «je ne veux pas paraître paranoïaque». Cet instinct est un don. Quand votre famille est en danger, agissez immédiatement, pas demain, pas après avoir vérifié encore une fois, maintenant. Et n'ayez pas peur d'être impitoyable dans la défense des innocents. La douceur est une vertu, mais quand quelqu'un blesse votre famille, la justice exige la fermeté. Apprenez la loi, documentez tout. Soyez plus intelligent que ceux qui veulent vous nuire, parce qu'ils comptent sur le fait que vous serez trop gentil, trop confiant, trop faible pour vous défendre. La leçon que j'ai apprise de toute cette histoire est simple mais profonde. La vraie justice ne signifie pas vengeance. Elle signifie restauration. On pourrait dire que j'ai détruit Sébastien, mais la vérité est qu'il s'est détruit lui-même au moment où il a abandonné Élise dans cette campagne. J'ai été simplement l'instrument par lequel les conséquences ont trouvé leur chemin. La justice s'est accomplie non pas parce que j'étais cruel, mais parce que j'étais préparé, méthodique, et que j'ai refusé de laisser le mal triompher. Sophie et Thomas sont en sécurité aujourd'hui parce que je n'ai pas attendu que quelqu'un d'autre les sauve. La famille signifie être le bouclier quand vient la tempête, même si cela signifie se tenir seul contre le monde entier. Si cette histoire vous a touché le cœur, je vous prie de laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi, avez-vous déjà traversé un moment où vous avez dû défendre votre famille? Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit dans les histoires de grand-père. Des leçons réelles de la vie réelle. Comment rester fort quand tout s'effondre? Nous avons besoin de nous rappeler les uns aux autres que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Je vous remercie du fond du cœur d'être restés avec moi jusqu'à la fin. Souvenez-vous, certains détails de cette histoire ont été adaptés pour la dramatisation, mais les leçons sont vraies et testées par la vie. Protégez votre famille. Soyez vigilants. Et n'oubliez jamais, le véritable amour n'est pas seulement dans les mots doux. C'est dans le fait de se lever à 2 heures du matin et de conduire 500 kilomètres à travers l'obscurité pour sauver ceux que vous aimez. Que Dieu vous bénisse tous et garde vos familles en sécurité. Au revoir.